Bonsoir, Bokar. Bonsoir Philippe, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Très très bien, merci Tu beaucoup. peux réagir. Qu'est-ce que tu veux nous partager? Déjà, moi, je te félicite, hein, je te vois de loin. Moi, je suis à investir au pays. Je suis en Sénégalais de la diaspora. Je suis au Sénégal depuis une dizaine de jours. Mais effectivement, comme beaucoup de Sénégalais, hein, moi, je voudrais réagir par rapport à ce qui se passe. Enfin, vous savez, la grosse problématique du Sénégal, c'est qu'il y a un mirage. On dit très souvent que le Sénégal, dans la sous-région ouest africaine, c'est l'un des pays, on va dire, le plus démocratique. Mais c'est un artefact, comme disait Bourdieu. C'est-à-dire que c'est une construction artificielle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Sénégal qui, fondamentalement, ne sont pas démocrates. Vous voyez? Donc, on est aujourd'hui face à une situation qui résulte, moi j'ai l'habitude de le dire hein, dans mes interventions publiques, qui résulte juste d'un hyper-présidentialisme. C'est la majeure partie, c'est la majeure, on va dire, c'est le problème majeur de la plupart des pays ouest-africains et même de l'Afrique. C'est que l'institutionnalisation du président de la République est portée à telle enseigne qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et Montesquieu le disait, il faut que le pouvoir, tout simplement, puisse arrêter le pouvoir. Si aujourd'hui au Sénégal, il n'y a aucune force qui arrête le président de la République, bah, il fait ce qu'il veut. C'est ce qui est en train de se passer. C'est juste qu'on a un homme, on a élu un homme qui a le droit de vie et de mort. C'est-à-dire que toi, Philippe, si tu étais au Sénégal et que le président de la République décide que tu ne passerais pas ta journée à Dakar, tu ne passerais pas ta journée à Dakar. Et ceci n'est pas digne d'un État démocratique. Donc, on n'est pas fondamentalement dans un État démocratique. La problématique majeure, c'est parce que on élit un pouvoir, il n'y a pas une séparation stricte des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, la presse, il n'y en a pas. Il y a juste un seul pouvoir, détenu par un homme qui est le garant de la Constitution, le père de la nation, le chef suprême des armées, le garde-des-sceaux, tout ce que vous voulez. Mais ça, si vous le mettez sur la tête de quelqu'un, il va faire ce qu'il veut à partir du moment où il n'y a pas de pouvoir en face de lui. C'est ce qui est en train de se passer. Tu as juste un homme qui se réveille à 12 heures de la... C'est le propre des régimes présidentiels. On a choisi des régimes présidentiels. Ouais, on n'a pas, choisi des régimes parlementaires. Mais moi, je vis C'est la même chose en France. Le président décide de ce qu'il veut, il fait passer les candidats. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Moi, je vis en France. Il y a des choses qu'on peut... Bon, on parle de la France hein, parce que c'est l'exemple le plus concret, le plus proche pour nous autres francophones. D'accord? On pourrait parler d'autres pays, etc. Mais à partir du moment où nous sommes dans une république, il doit y avoir fondamentalement une séparation stricte des pouvoirs. Oui. On peut parler de l'exemple de la France, mais en France, enfin, moi je vis en France, je pense que tu vis en France, excuse-moi de te tutoyer, permets-moi de te tutoyer. C'est bien. C'est plus simple. Macron, il ne fait pas ce qu'il veut. Je suis désolé. Il ne peut pas se réveiller à 12 heures de l'élection. Le gars, il dit non, bon, je prends un décret qui abroge le décret initial qui convoque le collège électoral. Ça ne peut pas exister en France. Je suis désolé. À 20 heures en France, vous avez la plupart des résultats de l'élection présidentielle. À 20 heures. Donc, bref, on laisse de côté l'exemple de la France, mais le propre des régimes j'ai envie de dire républicains, c'est pas ce qui se passe actuellement au Sénégal. Il y a des républiques qui sont démocrates, et enfin, je veux dire des républiques, le régime politique république, et pourtant, je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal ne se passe pas. Après, encore une fois, ce qui s'est passé au Sénégal résulte tout simplement de l'hyper-présidentialisme de notre régime politique. L'hyper-présidentialisme. C'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai dit tantôt, vous avez quelqu'un, vous avez une institution qui fait tout ce qu'il veut et il n'y a pas de réel contre-pouvoir. Aujourd'hui, la plupart des ministres, le Premier ministre du Sénégal, personne n'a démissionné suivant la situation qui s'est passée. S'il y a une autorité qui a démissionné, c'est peut-être Eva Marie Colsec, l'ancienne ministre de la Santé, l'ex, on va dire, directrice ou présidente de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Voilà, moi de mémoire, je ne sais pas si Momo Pouy peut me dire, mais moi de mémoire, c'est la seule personne, et Latif Coulibaly, je crois, le secrétaire du gouvernement, qui a démissionné. Mais imagine un gouvernement de près de 40 membres, suivant une situation extrêmement grave que tout le monde avait fustigé, il n'y a que des personnes et qui n'ont même pas de portefeuille extraordinaires qui ont démissionné. Et là, ça nous permet de voir, on va dire, le mal de notre société, de notre conception du pouvoir, tout simplement, à l'africaine. Et malheureusement, c'est ce qui nous retarde encore, ce sont ces goulets-là qui étranglent le Sénégal, qui étranglent d'autres pays de la sous-région, le Mali, la Guinée, etc. Enfin, voilà, vous voyez des militaires au pouvoir, depuis un an, c'est la transition, mais personne ne veut partir. Qui peut les contraindre? Il n'y a que le pouvoir qui peut arrêter le pouvoir, et malheureusement, ça n'existe pas au Sénégal aujourd'hui, et c'est ce qui nous plonge dans ce chaos, tout simplement. Comment on en sort alors de cette situation? Ça veut dire que le président étant tout puissant, on ne peut rien faire. Bah, ce qu'il faut, il faut de véritables réformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si Ousmane Sonko arrivait demain au pouvoir, avec tous les pouvoirs qui sont conférés au président de la République dans la constitution du Sénégal, je ne donnerai pas
100% de confiance à Ousmane Sonko ou qu'importe, Khalifa Sall, Karim Wade, toute personne, même toi, Philippe, tu deviens le président de la République du Sénégal avec tous les principes du monde que tu défends, tous les pouvoirs actuels, tu les auras, mais tu vas avoir des folies de grandeur. Comment on en sort? Il faut tout simplement avoir des réformes, avoir des pouvoirs qui sont autonomes, avoir un pouvoir judiciaire qui est extrêmement autonome. Dans un pays où vous avez le président de la République qui siège au Conseil supérieur de la magistrature, d'accord? On te dit, par exemple, au Sénégal, les pouvoirs doivent être indépendants. Mais tu as l'exécutif qui vient diriger le judiciaire. Tu ne peux pas avoir une indépendance. Dans un pays où tu as le président, son ministre de la Justice, qui siège au Conseil supérieur de la magistrature. La magistrature au Sénégal, c'est l'organe qui garantit deux choses qui sont fondamentales. L'avancement des magistrats et la gestion de leur carrière. Et c'est le Conseil supérieur de la magistrature du Sénégal qui est le garant, en plus du Conseil constitutionnel, de l'indépendance de la justice. Mais tu as le président qui vient siéger dans le Conseil, le pouvoir exécutif qui vient dans le judiciaire. Tu as les crédits de fonctionnement de cet organe qui doit garantir l'indépendance de la justice du Sénégal. Ces crédits de fonctionnement sont logés au ministre de la Justice. Tu as le siège du Conseil qui est logé à la présidence de la République du Sénégal. Tu ne peux pas avoir d'indépendance. Donc, ce qu'il faut, c'est de revenir aux fondamentaux d'un État de droit. Quand on parle d'État, c'est on va dire, c'est ce corps, on va dire cette personnalité morale où il existe une séparation stricte des pouvoirs. En tout cas, tel que nous l'avons importé de l'Occident. Parce que l'État tel qu'il existe dans le système francophone, c'est un État qui est importé, tout simplement. On a calqué nous et on a remis dans notre système. Sauf que même si on a importé de la France, mais il y a une réelle séparation, même si, voilà, de temps en temps, tu vas avoir des choses, des interférences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire français. Mais au moins, il y a des séparations strictes. Aujourd'hui, en France, Macron ne siège pas au Conseil supérieur de la magistrature. Depuis 2008, il ne siège plus au Conseil supérieur de la magistrature. Au Sénégal, tu as Macky Sall qui siège au Conseil supérieur. Et le Conseil supérieur doit garantir l'indépendance de la justice. Donc, il y a des ambiguïtés. Comment on en sort? Il faut des pouvoirs stricts. Il faut le pouvoir de l'autre côté du président. Il faut le judiciaire de l'autre côté qui est garanti par des magistrats qui sont intègres. Il faut aussi des forces de l'ordre de l'autre côté. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des décisions de justice qui tombent. On ne peut pas les exécuter. Ça, c'est extrêmement grave. Le droit garantit l'équilibre dans la société. Mais tu as du droit qui est prononcé et les fonctionnaires ne l'exécutent pas. Mais en fait, on en sort. Parce que tout simplement, il y a la mainmise des autorités étatiques, donc du pouvoir exécutif, du gouvernement, du chef de l'État. Quand le chef de l'État te dit aujourd'hui qu'il y a des dossiers qui me sont transmis par les juges du Sénégal, mais des dossiers sur lesquels je mets mon coude, je pense que je parle sous la supervision de Momo Pouy, le président, il dit, je mets mon coude sur des dossiers judiciaires, c'est-à-dire que je les bloque. Donc, on en revient à l'hyperpuissance du président. C'est la même chose au Mali, c'est la même chose au Bénin, c'est la même chose au Togo, c'est la même chose en Guinée, c'est la même chose au Cameroun, parce que nous avons importé l'État occidental tel que nous le connaissons avec l'hyperprésidentialisme du président. Au Cameroun, le président, il fait ce qu'il veut. Je ne suis jamais allé au Cameroun, mais je suis l'actualité. Les gens font ce qu'ils veulent. Et tant qu'on n'a pas des gens qui sont extrêmement intègres, extrêmement puissants aussi, qu'on les institutionnalise tel qu'on a fait avec le président de la République, on peut avoir effectivement de la fluidité, on peut avoir des choses qui avancent et on ne va plus jamais avoir un président de la République qui se réveille un bon jour pour dire à 12 heures de l'élection, moi je les repousse. Pourquoi il les repousse? Parce qu'il a le soutien de l'armée, il a le soutien de la force publique. Un État, c'est ça, Philippe. L'État détient le monopole de la force légitime, c'est-à-dire que ce sont les gendarmes et les policiers qui protège le président. Tout ce qui se passe dans un État, c'est parce qu'il y a la puissance publique. Moi, aujourd'hui, je suis à Dakar, je ne peux pas me lever et faire n'importe quoi, sinon la gendarmerie viendrait me prendre. C'est ça un État. Si le président fait, je veux dire, abroge des décrets et qu'il n'y a absolument rien qui se passe, c'est parce qu'il est protégé par la force publique, donc la gendarmerie, les forces de l'ordre. Donc, il faut un autre corps aussi puissant que le président qui peut arrêter le président, donc le pouvoir, qui arrête le pouvoir. C'est ça un État. Et malheureusement, nous ne sommes pas dans cet état de fait aujourd'hui au Sénégal. Un régime parlementaire. Beaucoup disent que le régime parlementaire tel qu'il existe ne peut pas être fait en Afrique. Beaucoup le disent, parce que dans le régime parlementaire, le Premier ministre est responsable. Enfin, tu sais, le régime, par exemple, sénégalais est assez hybride, parce qu'actuellement, le Premier ministre est responsable devant le Parlement. D'ailleurs, beaucoup disent que cette situation, le Premier ministre ne devait pas contresigner le décret qui abroge le premier décret qui a été pris, parce que c'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement.
On ne sait pas trop dans quel régime on est. À la fois, on est dans un régime présidentiel. Quelquefois, parce qu'aujourd'hui, cette proposition de loi qui est avancée, bah, c'est à cause de cette proposition, pas grâce, mais à cause de cette proposition qu'on en est là, mais soutenue par le président. Donc, est-ce que le régime parlementaire ferait avancer les choses? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut juste des pouvoirs qui peuvent arrêter des pouvoirs et des hommes de valeur. Parce que tu as beau mettre des institutions, quand tu as des personnes comme Bokar Fofana qui n'ont ni valeur, ni principe, les choses ne marcheraient pas. Il nous faut autant des institutions fortes, peut-être un régime fort, mais il nous faut aussi des hommes de valeur qui les incarnent. Fondamentalement. C'est ça qui fait développer l'Occident dans ces contrées géographiques dans lesquelles on évolue. C'est ça aussi qui fera développer nos pays. Tout simplement. Des institutions fortes et des hommes de valeur qui puissent les incarner et qui ne peuvent pas se renier. Aujourd'hui, je donne l'exemple, et je vais en finir là pour laisser la parole aux autres. L'actuel ministre des Affaires étrangères du Sénégal, c'est l'ancien ministre de la Justice. C'est un professeur agrégé de droit public, donc de droit constitutionnel, qui a écrit un ouvrage en 2016 qui s'appelait « Les révisions consolidantes de la démocratie du Sénégal ». D'accord? Donc, les révisions consolidantes. En 2010-2011, lorsque le président Abdoulaye Wade, l'ancien président, voulait, via un ticket présidentiel, nommer son fils vice-président, ce gars-là défendait bec et ongle les régimes consolidantes de la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, ce mec-là est ministre des Affaires étrangères. D'accord? Il n'a jamais été pour un report de l'élection présidentielle. Il l'a dit partout. Aujourd'hui, c'est lui qui fait un texte dans sa page intitulé « Comprendre le report de l'élection présidentielle ». Un agrégé de droit. Mais comment est-ce que tu peux expliquer ça? Un agrégé de droit qui était farouchement contre un report de l'élection présidentielle en 2012. 10 ans après, il est ministre. C'est ce même ministre qui te pond un article intitulé « Comprendre le report de l'élection présidentielle du Sénégal en ce moment ». Donc, c'est grave. Tu as beau être un analyste, mais tu ne peux pas expliquer les choses. Ce qu'il nous faut, c'est juste des hommes de valeur. Il nous faut des hommes de valeur. Et je pense que c'est ça qui manque dans notre terre actuelle africaine. Il nous faut des hommes de valeur qui ont les principes et qui puissent les défendre. Voilà. Très intéressant. Mo Gates. Oui, bonjour les amis. Bonjour. Salut Philippe, salut à tous qui sont sur le live d'aujourd'hui. En fait, Momo et Bokar, ils ont tout dit. Ce qui se passe actuellement au Sénégal est catastrophique. Parce que voici un président qui a été élu de façon démocratique. Et je rappelle ici que le président Macky Sall est le président qui a été le mieux élu de l'histoire politique du Sénégal. Car en 2012, quand il a été choisi par les Sénégalais, il avait fait un score de 65%. Et quand on regarde l'histoire politique du Sénégal, il n'y a eu que le président Senghor qui a eu des scores similaires et c'était sous le régime multipartiste où il n'y avait qu'un seul parti. Donc, voici quelqu'un qui a été bien élu, à qui les Sénégalais ont fait confiance, bon, et qui par la suite nous a tout simplement trahis. Et là, il fait face à une impasse. Parce que quand vous regardez l'homme, d'abord c'est un homme qui est orgueilleux, qui a un orgueil mal placé, car on l'a entendu dire, avant qu'il fasse l'annonce tardive qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, mais il a carrément demandé aux Sénégalais de le supplier de ne pas faire un troisième mandat. Je pense que certaines personnes ici se rappellent de cela. Comment ça supplier? Mais parce que tout simplement, quand il y a eu, avant les événements de juin qui ont précédé l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, il avait invité à un dialogue national où il y a eu les principaux membres de l'opposition. Et les membres de l'opposition lui ont dit que, Monsieur le Président, pour la stabilité du Sénégal, il ne serait pas bon que vous essayiez de briguer un troisième mandat. Et il a dit, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez me le demander, mais il faut me le demander de façon gentille. Demandez-le gentiment. Il a dit ça? Si. Oui, mais les amis sont là. Donc Macky Sall, je pense que
les choses lui ont monté à la tête. Et je pense aussi que dans son fort intérieur, il croit qu'il est victime d'une injustice. Et je vais vous expliquer pourquoi je le pense. Parce que certains pensent, et beaucoup de personnes, beaucoup de Sénégalais pensent, que les réalisations qui ont été faites sous Macky Sall n'ont jamais été faites sous aucun des présidents du Sénégal. Car il a construit, il essaie de développer une deuxième ville. Il y a eu, par exemple, la découverte du pétrole, du gaz. Il y a des infrastructures qui sont là, qu'il est en train de construire. Il y a le BRT, le réseau de bus urbains. Il y a le TER. Donc, lui, il se dit, mais je suis le plus méritant de tous les présidents. Car aucun président n'a fait autant que j'ai fait. Maintenant, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le Sénégal vit un autre contexte. Parce que je pense que la jeunesse africaine est une jeunesse qui est de plus en plus exigeante. Parce que c'est une jeunesse qui sait ce qui se passe ailleurs. Vous ne verrez jamais dans des pays comme la France, les États-Unis ou ailleurs, où le président fait des réalisations et les gens vont chanter ses louanges. Non. Il est supposé faire ce qu'on lui a demandé. Ce n'est pas pour rien qu'on lui donne un budget de milliards de dollars CFA. Ce n'est pas pour rien que moi, j'accepte de m'arrêter quand son cortège passe. Ce n'est pas pour rien que j'accepte que je paye mes taxes pour que lui, il prenne des décisions, parfois qu'il peut ne pas justifier pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais il faut que je pense que les Africains, les dirigeants africains aient beaucoup plus de respect pour les peuples africains. Car cette race d'Africains d'aujourd'hui est différente de cette race d'avant. Tout simplement. Maintenant, moi je pense que ce qui va se passer est ceci. Macky Sall, le Sénégal, bien que c'est un pays qui économiquement a beaucoup progressé, le Sénégal reste un pays pauvre. Et le Sénégal aussi reste l'un des pays les plus aidés du monde. Il faut le reconnaître. On dépend énormément des institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale et le FMI pompent de l'argent pour faire fonctionner son État à lui. Et que si il décide de se mettre à dos contre ces institutions, mais le pays sera ingouvernable. Cela veut dire qu'on ne sera même plus à l'abri d'un coup d'État. Et il y a un politicien sénégalais qui parlait toujours de la ceinture de feu. La ceinture de feu veut dire les pays limitrophes, les pays limitrophes du Sénégal sont des pays qui politiquement sont instables. Donc, la menace est aux frontières du Sénégal. On voit ce qui se passe au Niger. On voit ce qui se passe au Burkina. La Côte d'Ivoire, en un temps, avait cru qu'il ne serait pas victime d'un coup d'État. Mais on a vu ce qui s'est passé en 1999. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que la démocratie se nourrit. La démocratie s'entretient. Et que le Sénégal actuellement, en tout cas, fait face à des lendemains incertains. Parce que regardez, et figurez-vous qu'il y a Amnesty International qui a fait un rapport. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 1000 détenus politiques au Sénégal actuellement? 1000? Oui. Il y a des gens qu'on a arrêtés parce qu'ils ont fait des... Macky Sall. Mais oui. Mais il y a des partisans d'Ousmane Sonko qu'on a arrêtés depuis presque un an, qu'on n'a pas jugés. Ces gens-là ne savent même pas pourquoi ils sont entre les liens de la détention. Donc, c'est pour vous dire que là où on est, qu'ils trouvent un moyen d'organiser des élections et qu'ils s'en aillent. Et d'ailleurs, moi, je pense que Macky Sall n'a pas fait preuve d'intelligence en reportant ces élections, car cet acte qu'il a posé, mais sera lourdement sanctionné dans les urnes lors des prochaines élections. Le PDS et l'APR, qui est le parti de Macky Sall, seront lourdement sanctionnés. Lui, qui a choisi un dauphin, qui est l'actuel Premier ministre, il part maintenant avec beaucoup moins de chance qu'avant. Donc, moi, je pense que là, on va assister à ce que je vais appeler un rétropédalage. Il sera obligé
de faire marche arrière. Et puis d'ailleurs, et vous savez que, oui, que l'Assemblée a adopté la loi qui fixe la nouvelle date des élections pour décembre. Mais ceci n'est pas définitif, car il faut que le Conseil constitutionnel valide cela. Et moi, je vous demande, après que Macky Sall ait traité dans la boue ses juges, après que certains députés, je m'excuse, de son parti, aient accusé ces juges de corruption, et vous pensez que ces juges, à partir de maintenant, lui feront des faveurs? Mais bien sûr que non. Il y a de fortes chances que même si cette loi atterrit sur la table des juges du Conseil constitutionnel, mais ils vont carrément la rejeter pour le mettre dans la merde. Ce qui veut dire que Macky Sall ne peut aucunement gagner. C'est fini pour lui. Ça, je pense que la messe est dite, comme on dit. Bon, ça, c'était ma part. Vous pensez que le Sénégal, aujourd'hui, un coup d'État peut arriver au Sénégal? Absolument. Parce qu'à partir du 2 avril, il sera illégitime. À partir du 2 avril, mais attention, il ne sera plus un président légitime. Oui, oui, ça c'est vrai, si je peux me permettre, Moguette. Oui, bien sûr. Oui, merci. C'est-à-dire que la particularité du Sénégal aussi, côté armée, moi j'ai des camarades de promo qui ont fait les grandes écoles militaires. La particularité, ils me l'expliquent, hein, parce que beaucoup aujourd'hui au Sénégal, hein, beaucoup de gens plébiscitent, on va dire, l'intervention de l'armée dans ce qui se passe. Mais la problématique majeure aujourd'hui, c'est que si l'armée sénégalaise intervient dans la situation actuelle, on saura quand est-ce que les choses, ou on sait que les choses ont démarré, mais on ne sait jamais quand est-ce que les choses vont se terminer. Et moi, je ne suis pas, et je fais partie des gens qui pensent qu'il faut tout faire pour régler les choses de façon constitutionnelle, et non pas par la force. Parce qu'à partir du moment où l'armée prendra le pouvoir au Sénégal, c'est parti pour un long moment, on va dire, d'intervention similaire au Mali, au Burkina, etc. L'Africain, et ça, je suis désolé, on est tous africains, l'Africain aime le pouvoir. Le militaire sénégalais est un Sénégalais comme Momo Dupuy, comme Moguetz, comme moi. Il a les mêmes valeurs qu'un citoyen sénégalais lambda. Il porte les mêmes germes de sociabilisation et de socialisation. Il est comme moi, il est comme vous. Donc, à partir du moment où il est comme Macky Sall, et le pouvoir tel qu'il est pratiqué en Afrique, pour reprendre les mots de Montesquieu, rend absolument fou parce qu'il n'y a aucune barrière. Et on n'a aucune garantie qu'à partir du moment où un général de l'armée sénégalaise, un haut commandant de la gendarmerie nationale du Sénégal, un haut commandant de la police, un capitaine, un lieutenant prennent le pouvoir au Sénégal, personne n'a la garantie que ce mec rendra le pouvoir de façon constitutionnelle et dans les délais impartis. Et pourquoi il est difficile d'ailleurs de faire un coup d'État au Sénégal, je vais finir par là, c'est que dans la plupart, l'armée au Sénégal, on a ce qu'on appelle des armées. On a le chef d'état-major. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que Macky Sall aujourd'hui a un soutien incommensurable de la part du haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall. Au Sénégal, vous avez le chef d'état-major général des armées. Mais est-ce que tu sais, Moguetz, dans les faits, le chef d'état-major général des armées doit avoir sous son responsabilité le haut commandant de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre, l'armée de l'air et le maréchal, c'est-à-dire la marine. Mais dans les faits, le chef d'état-major général des armées au Sénégal ne dirige pas le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall. D'autant plus que dans l'actualité au Sénégal, on aime beaucoup, je pense que beaucoup de Sénégalais connaissent mieux le haut commandant de la gendarmerie nationale que le chef d'état-major général des armées. Plus de Sénégalais connaissent Moussa Fall que moi, je ne connais même pas l'actuel général, le CMGA, je ne connais pas son nom. Je connais que le haut commandant. Alors que dans les autres pays, ce qui existe, il peut y avoir une unité très rapide de l'armée ou même des armées. Ce qui n'existe pas au Sénégal, parce que le haut commandant rend compte directement au président de la République, en ce moment au Sénégal, et non pas au chef d'état-major général de l'armée. Alors que dans les principes, il doit rendre compte au chef d'état-major général de l'armée, mais dans les faits, le haut commandant de la gendarmerie, donc Moussa Fall, est drivé directement par Macky Sall, par la présidence. Donc lui, il obéit à la présidence. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, et même au-delà du haut commandement de la gendarmerie, vous avez les forces spéciales qui sont logées à la présidence de la République. Vous avez les forces spéciales, vous avez les commandos,
vous avez le commandement de la gendarmerie qui est drivé directement par Macky Sall, tout ce qui est police par le chef d'état-major général des armées. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'unité aujourd'hui dans l'armée sénégalaise. C'est-à-dire que moi, je me lève en tant que capitaine, en tant que lieutenant, pour faire une mutinerie ou pour aller de force déloger Macky Sall du palais, la gendarmerie ne me laisserait pas faire. Hein. Oui. Oui, ça c'est une chose. Ça, c'est une chose quand même qu'il faut souligner avec une réalité. Et ils sont hyper méga armés. Voilà, les forces armées sénégalaises. Il n'y a pas d'unité. Ce qui fait qu'au Mali, au Niger, au Burkina, il peut facilement y avoir un coup d'État parce que les gens sont comme ça. Ils sont tous drivés par le général. Au Sénégal, ça n'existe pas. Dans les principes, oui, mais dans les faits, Macky Sall a phagocyté une partie des armées, donc là, le haut commandement, les forces spéciales, les commandos, auprès de la présidence. Ce qui fait que il n'y a pas d'unité. Les gens ne sont pas comme ça en termes d'unité pour faire un coup de force. Raison pour laquelle aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, vous n'avez aucun général, aucun lieutenant, aucun capitaine qui oserait dire... Oui, voilà. mais je vais m'expliquer plus clairement. En fait, je dis bien que si jusqu'au 2 avril, par exemple, à partir du 2 avril, Macky Sall n'a plus le droit de diriger le Sénégal. Mais je vais vous rappeler une chose. Vous aviez parlé de la gendarmerie et j'admets que, en tout cas, l'armée sénégalaise est caractérisée par une structure de commandement très complexe. C'est la réalité des choses. Mais n'oublions pas ceci. Le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade, ces deux, ils ont été, en un moment donné, raisonnés par des militaires. Même le président Senghor, je vous rappelle, je vais vous citer des noms. Il y a eu le général Alfred Diallo, par exemple. Quand il y a eu le problème, la crise de 1963 entre Mamadou Dia et Léopold Senghor, il y a eu un moment donné où le pouvoir était dans la rue. Senghor n'avait plus de pouvoir. Et c'est le général Alfred Diallo qui est venu le voir pour lui dire que, Monsieur le Président, je ne suis pas venu pour faire un coup contre vous. Mais je suis venu pour que vous puissiez prendre l'État en main et de réorganiser le pays. Ça, c'était en 63. En 88, qu'est-ce qui s'est passé? Lors des élections lors des élections de 88, il y a eu beaucoup de contestations. Je vais vous citer des noms. Je vais vous citer le nom du général Silva da Souza et du général Koumba Diouf Niang, qui ont dit à Abdou Diouf qu'on ne peut pas tirer sur la foule. Je vais vous ramener en 99. Quand Abdou Diouf avait, pour la première fois, un président sénégalais accepté de confier l'organisation des élections du pays à un organe non étatique. Je parle de l'ONEL. Peut-être que vous êtes plus jeune que moi, vous ne vous souviendrez pas, mais je parle de l'ONEL. Mais l'ONEL a été dirigé par le général Cissé. Je vous rappelle qu'en 2012, quand Abdoulaye Wade avait perdu l'élection face avec Macky Sall, le général Fall est allé le voir pour lui dire d'appeler son adversaire et de le féliciter. Donc c'est pour vous dire que l'armée sénégalaise, bien qu'elle a une structure de commandement complexe, comme j'ai dit, c'est une armée républicaine qu'elle a démontré plusieurs fois dans notre histoire. Effectivement. Oui. Donc, ce qui veut dire que même si un coup d'État adviendrait au Sénégal, moi, je pense que l'armée sénégalaise va, en tout cas, rétablir l'ordre et organiser des élections transparentes. Je vois mal un militaire sénégalais se maintenir au pouvoir, honnêtement. Moi, je suis un peu du même avis que Mo, hein, parce que, effectivement, comme l'a bien expliqué Bokar, c'est une particularité quand même avec l'armée sénégalaise. Mais juste avant de donner quand même mon point de vue, je cite juste un épisode qui est arrivé récemment, suivant les manifestations où on avait indexé les milices du pouvoir, qui avaient fait quand même quelques victimes. Et dans la foulée, il y avait un événement d'inauguration, je crois, au Sénégal, où Macky Sall devait être présent. Et à côté des gendarmes qui, normalement, assurent la sécurité du président, il y avait aussi ces hommes-là, ce qu'on les appelait les nervis. Alors, le colonel en place à l'époque qui était chargé de la sécurité, du protocole sécuritaire, il avait demandé à ce qu'on désarme tous les nervis. Je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode-là. Il avait demandé à ce qu'on désarme tous les nervis et qu'il n'accepterait aucune force à côté des gendarmes.
Et ça avait conduit à sa mutation. Il a été changé. Donc, ce que je veux dire, c'est que autant l'armée est républicaine, autant l'armée suit les ordres du président, autant il y a des hommes intègres qui sont dans cette armée-là et qui seraient des hommes qui sont prêts à rétablir l'ordre si jamais ça déborde. Ça, moi, je suis convaincu parce que je connais un peu comment l'armée marche et j'ai beaucoup de familles, comme on dit, dans l'armée, n'est-ce pas, voilà, au plus haut fonction de l'armée. Et tu peux leur faire confiance à ce point? Je connais, je sais de quoi je parle. Les nominations, en tout cas, les nominations qui ont été faites, aussi bien dans la police que dans la gendarmerie, ont créé beaucoup de frustrés. Ça, je peux le dire. On ne souhaite pas un coup d'État. Mais Philippe, la question c'est, est-ce qu'il pourrait y avoir un coup d'État? Moi, je dis oui. Il pourrait y avoir un coup d'État. Après, nous, notre souhait, c'est s'il y a un coup d'État, que l'on nous amène un Jerry Rawlings du Sénégal. Parce que tous les coups d'État aussi n'ont pas échoué. En Afrique, il y a beaucoup de coups d'État, mais l'exemple du Ghana est un exemple patent. Bien vrai qu'il y avait des coups d'État avant, mais Jerry Rawlings est un exemple, je ne dirais pas une exception, mais c'est un exemple qui est à suivre. Lorsque l'ordre ne peut pas passer par la politique, l'armée a le droit de rétablir l'ordre. Et l'exemple de Jerry Rawlings avec le Ghana, c'est un exemple qui est patent, que personne ne peut nier. Il a mis l'ordre et il a mis le Ghana sur les bons rails et il a rendu le pouvoir aux civils. Ça aussi, il faut le dire, Bokar. Hein? Il ne faut pas oublier de citer les exemples. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvais exemples en termes de coups d'État, mais il y a quelques bons exemples en Afrique qui ont abouti à des succès d'État, disons. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que, vous savez, en tout cas, ce qui peut empêcher un coup d'État, c'est que le pays reste calme. Mais si les agitations qu'il y a eu au mois de juin 2023 et mars 2021 reprennent là où la légalité du président finit, je vous garantirai qu'il y aura un coup d'État. Parce que là, le pays n'aura pas de maître absolu. Qui dirigera le Sénégal dans ce cas-là? C'est ça aussi le problème. C'est une question. Macky Sall, actuellement. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, les gars, parce qu'on ne peut pas plébisciter quand même dans un débat en coup d'État au Sénégal. Même moi, ça aurait été dans un autre pays, parce que là, on sort dans l'état de droit, on parle plus d'État, on parlera d'anarchie. Mais Bokar, moi, je ne vais pas abonder dans ce sens quand même, parce que quoi que l'on dise, l'histoire du raison pour laquelle moi je m'inscris carrément de l'autre côté. Je suis moi je m'inscris. Enfin, moi je suis d'accord. Je respecte vos points de vue sur. Malgré tout, moi je dis, à un moment, il faut quand même que le Sénégal apprenne à se faire violence soi-même. Parce que nous sommes targués trop longtemps d'être cette nation de l'Afrique qui a toujours été stable, qui a toujours vécu dans la paix, qui n'a jamais connu de coups d'État, etc. Mais faisons-nous violence un peu, parce que aussi le climat social du Sénégal, moi je suis hors politique, hein, mais le climat social du Sénégal, c'est-à-dire la société sénégalaise elle-même a besoin d'ordre, a besoin de quelqu'un qui vient avec une politique stricte qui va remettre les Sénégalais dans le bon sens. Parce que moi, je le dis toujours, hein, un changement d'État, un changement de président, ce n'est pas ce qui va développer le Sénégal. Il faut que le Sénégalais, dans sa conscience, fasse une introspection. Parce que nous vivons dans un pays où il y a quand même beaucoup d'indiscipline. Il faut qu'on se le dise aussi. Que l'on ait des institutions fortes, que l'on ait des institutions stables, qu'administrativement, on soit vraiment à un certain niveau. Tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes un pays pauvre. Et malheureusement, on a la bouche, on a juste, on se croit trop beau, on se croit trop bon, on se croit trop à l'aise que l'on ne veut plus se faire violence. On a presque peur du changement. Et il y a des choses qui doivent changer dans la société sénégalaise. Il y a une mentalité qui doit changer. Il y a une attitude qui doit changer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger au Sénégal. Et moi, je ne vois pas un homme politique venir changer cela. Moi, je ne vois pas. Ça, je vous le dis, il n'y a pas d'homme d'État à la hauteur pour changer le Sénégalais tel qu'il est, l'homo sénégalensis tel qu'il est. Moi, je ne le vois pas. Donc, si jamais il y a un coup d'État avec un homme intègre, moi, je dis oui, je vote oui, tout de suite. Voilà, on n'a pas besoin d'aller aux urnes. Allons-y. Après, je ne plébiscite pas le coup d'État. Je ne dis pas oui que les militaires. Mais s'il y a un homme intègre qui peut remettre les Sénégalais dans la voie de la discipline, dans la voie du travail, je veux dire,
faire cesser la corruption qui règne au Sénégal, faire cesser le laisser-aller qui règne au Sénégal, moi, je vote tout de suite oui. Je suis d'accord pour un coup d'État, je suis d'accord pour un homme, un militaire qui vient et qui impose une certaine discipline aux Sénégalais. Parce qu'on en a aussi besoin. Hein. Voilà, on parle beaucoup de régime, on parle beaucoup de politique, on parle beaucoup d'hommes politiques, de présidents, d'opposition, etc. Mais l'homme sénégalais aussi, il est temps que l'homme sénégalais change aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais qui change en quoi? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Qui change en quoi, l'homme sénégalais? Il change en quoi? C'est qu'il ne faut pas qu'on mélange aussi les choses. C'est qu'aujourd'hui, on est le Sénégal. C'est parce qu'on parle du Sénégal, mais les problématiques du Sénégal sont pratiquement du point de vue institutionnel, quelquefois. Mais Bokar, tu sais, je ne vais pas dévoiler les choses qui se parlent. C'est parce que sinon, Philippe, il va en profiter pour se moquer de nous. Je ne vais pas faire ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, le Gabonais... On sait ce qui se passe au Sénégal, quand même. Oui, mais ce qui se passe au Sénégal, moi je ne veux pas qu'on mélange aussi les choses. C'est qu'on est 18 millions de Sénégalais. Il y a un groupuscule qui tient en otage des Sénégalais. C'est ce qui se passe. Moi, je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'il faut un militaire pour mettre de l'ordre et de la discipline. C'est comme s'il n'y en avait pas. Il y a quand même de la discipline au Sénégal. C'est que moi, je viens de la diaspora. Moi, je suis passé, la petite anecdote. Moi, je suis venu au Sénégal par la voie terrestre. Je voulais faire un road trip depuis la France, Lyon, passer par la terre, traverser tout le Maroc, la Mauritanie et arriver au Sénégal. Je l'ai fait, j'ai fait une semaine pour arriver. Donc voilà, c'était ma petite histoire du moment. Et je voulais tester. Et donc moi, j'ai traversé le Maroc. Quand je traverse le Maroc, mais je vois de la discipline. Je vois enfin, même pas de discipline, je vois, mais de l'ordre. Je sens qu'il y a un état. Sur les 2000 km que j'ai traversé du Maroc, depuis Tanger, au nord du Maroc, jusqu'à Garguerat, à la frontière avec la Mauritanie, j'ai vu un état. Ce que c'est qu'un état de l'ordre, de la sécurité, je l'ai vu. J'espère qu'il y a des Mauritaniens. Quand j'ai traversé la Mauritanie, je n'ai pas eu le même sentiment de développement. Tu vois, je n'ai pas eu le même sentiment de développement quand j'ai traversé toute la Mauritanie, de 400 km de la frontière avec le Maroc jusqu'à Nouakchott et de 200 km de Nouakchott jusqu'au Rosso Sénégal, la frontière avec le Sénégal. J'ai vraiment pas senti ce que c'est qu'un État. La seule ville que j'ai traversée sur les 600 km, c'est Nouakchott. La seule grande ville, en tout cas. Mais j'ai pas quand même, c'est pas parce que je suis sénégalais que je dis ça, mais j'ai pas cette problématique au Sénégal. J'ai pas cette problématique d'ordre et de discipline au Sénégal. Par contre, ce qu'on a au Sénégal et qui est une réalité fondamentale et que tout le monde voit, c'est qu'on a un groupuscule qui tient en otage 17 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, quelles sont les personnes, les institutions qui ont reporté la présidentielle? Il n'y a pas eu de dialogue, on n'a pas convoqué le peuple. Pourtant, on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui exerce la démocratie. C'est le peuple qui a élu Macky Sall 2 fois. Mais c'est ce même peuple qui devait se dire, bah, ok, Macky Sall, nous sommes d'accord pour que vous reportiez l'élection présidentielle au 24 décembre 2024. Mais donc, c'est un seul homme, c'est 17 députés d'un parti politique, c'est l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le président, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai consulté le Premier ministre, j'ai consulté le président de l'Assemblée, j'ai consulté XXY, et bim, bon, ben, je décide d'abroger. Donc, pourquoi je disais que je ne suis pas d'accord quand tu parles d'un militaire qui mettrait de l'ordre et de la discipline, dans la mesure où ce n'est pas les Sénégalais dans leur écrasante majorité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, qui explique que Philippe, bah, pratiquement depuis l'annonce du report de la présidentielle, il n'y a qu'aujourd'hui, vendredi, 9 février, que les gens se sont révoltés. Aujourd'hui, presque une semaine après le report. C'est aujourd'hui qu'on a appelé à des manifestations. Bokar, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On verra. Oui, on verra. Ça voilà, les Sénégalais verront. Parce que moi, je suis sûr que si les Sénégalais le jour de l'annonce, on était là en live avec Philippe et j'ai dit, c'est le calme avant la tempête. Nous allons avoir des moments troubles au pays. Et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Ça, on peut en être sûr et certain. Mais moi, je suis parti aujourd'hui à la manifestation, à la place de la Nation. Je voulais partir. J'ai pris le TER, le train express régional sénégalais. À 2 arrêts de la place de la Nation, le TER a été arrêté. Donc, voilà, moi, j'ai été un témoin oculaire. Mais des Sénégalais ont sorti, mais ce n'est pas la majorité des Sénégalais qui sont sortis. Je suis d'accord avec toi, Momo, que si tous les Sénégalais sortaient aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, et qu'on fasse comme le printemps arabe, peut-être que le mec ne serait pas là la semaine prochaine. On va prendre en compte, même durant le printemps, tous les Arabes ne sont pas sortis. Ça c'est une réalité. On va prendre en compte que Macky Sall a des soutenants, il y a des gens c'est des sympathisants qui sont toujours derrière Macky Sall. Et c'est leur plein droit en tant que Sénégalais.
on va leur accepter cela. Mais le fait est que la majorité du Sénégal, à Dakar, à Saint-Louis, à Touba, dans toutes les grandes villes, sont en train de manifester. Ça aussi, c'est une réalité qu'il ne faut pas occulter. Elle est là. Oui, moi j'ai finalisé, oui, j'ai conclu par rapport à ma réponse pour pas que les gens se perdent. Par rapport à ce que tu disais, qu'il faut un militaire de l'ordre de la discipline. Où je te disais, les Sénégalais ne sont pas indisciplinés. C'est un groupuscule qui nous tient en otage. Et donc, il faut bien évidemment mettre de l'ordre autour de ça, l'institutionnaliser. Parce qu'encore une fois, c'est une des réformes. Moi, j'ai l'habitude de le dire dans les débats que je tiens. Quand bien même qu'on aura Ousmane Sonko ou, si tu veux, tout autre opposant qui est actuellement plébiscité au Sénégal, avec le système politique, le régime actuel, l'institution du président de la République qu'on a aujourd'hui, rien ne va changer. Ça, c'est moi qui te le dis. Moi-même, demain, je deviens président de la République avec tous les pouvoirs que j'aurai, droit de vie, droit de mort, père de la nation, papi de la nation, mamie de la nation, chef suprême des armées, chef de la magistrature, chef de la magistrature. Mais le président, il a tout au Sénégal. Ça, c'est la problématique phare. C'est que tu me ramènes un militaire aujourd'hui. Les choses ne vont pas bouger d'un iota. Parce qu'on l'a vu. L'exemple de Jerry Rawlings dont tu me parles, peut-être que c'est un exemple isolé, mais prenons l'ensemble des régimes militaires qui existent aujourd'hui dans le continent. Est-ce que ces régimes militaires ont développé nos pays? Dis-moi un régime militaire en Afrique, je dis un régime militaire qui a véritablement mis une révolution et qui a développé son pays à l'image de l'Occident, à l'image des pays du Nord, parce que ce sont les références en termes de développement. Il n'y en a pas. Il faut aussi prendre. Il n'y en a pas. Donc moi, je peux pas. Moi, je suis absolument pas du tout d'accord qu'il y ait un soulèvement militaire ou que des militaires prennent ce pays. Je ne suis absolument pas pour. Trouvons tous les moyens pacifiques, constitutionnels qui soient pour que Macky Sall et son régime dégagent de notre pays. Ça, je suis d'accord. Mais pas militaire, pas anticonstitutionnel, pas tout ce que tu veux. Parce que le jour où toi, Momo, qu'on t'installe dans ce pays, on sortira des vidéos que tu auras faites avec Philippe où tu défendais des grands principes. Mais le jour où tu deviens président de la République, on ne va plus te reconnaître. Parce que le régime tel qu'il est fait va te façonner. Ça, c'est inéluctable. Mais justement, tu es en train de donner la solution, en même temps le problème. Tu dis qu'on reste dans la Constitution, et c'est cette même Constitution que le président peut manipuler pour rester au pouvoir. Mais donc, il n'y a plus de solution. Donc, il faut carrément prôner une rupture. Moi, ce que je dis, c'est une rupture simple. S'il faut passer par un régime, un coup d'État, pour faire cette rupture-là, moi, je suis d'accord sur ce que j'ai dit. Et là, ce que tu me dis là, on va rester dans le système pour combattre le système. Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Qui te dit que le coup d'État, qui te dit que le coup d'État va éradiquer ce qui se passe? Tu te bases sur quoi pour le dire? Parce que quand tu donnes des choses, il faut des références. Quand tu me dis on a 60 ans d'indépendance sans avancer. C'est la preuve, c'est la simple preuve simple. Je suis d'accord. Mais c'est pas le coup d'État. On est toujours dans la démocratie. On élit, on va voter, on fait tout ce qu'on doit faire. Et on reste toujours sur le même starting block. Donc, on ne bouge pas. Donc, peut-être qu'il est temps, en même temps, comme je dis, de se faire violence en fait. Oui, mais se faire violence. Mais dans ce cas de figure, dis-moi, par exemple, on met en place un régime militaire. Par exemple, mais pas un coup d'État. Mais c'est ce que j'ai dit. Tu me dis un coup d'État, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est pas... Parce que, attention. Quand on parle d'État, je suis désolé, quand on parle d'un État, ce sont des individus qui ont le comment vouloir vivre de s'associer. D'accord? À partir du moment où un militaire prendra le pouvoir dans ce pays, il y aura une bonne partie des Sénégalais qui ne sera pas d'accord. Donc, on ne parlera pas d'un État où les gens ont l'envie de mettre en place un militaire. C'est juste une personne qui, par le biais de la force coercitive, prendra le pouvoir. Donc, d'autres Sénégalais ne seront pas d'accord, y compris moi-même. D'accord? Donc, je n'aurai pas ce sentiment-là d'appartenance. Donc, toi, tu peux me dire, Momo, bon, Bokar, la solution, c'est qu'on mette en place un régime militaire. On sort de la démocratie. Moi, je suis d'accord. Ce n'est pas parce qu'il faut être démocrate pour se développer. La Chine, aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus avancés, voire même la deuxième économie, ou même certains disent que c'est la première économie du monde, où il n'existe pas de démocratie. La notion de démocratie n'existe pas en Chine. C'est un seul parti unique qui existe en Chine. D'ailleurs, Barack Obama, quand il a fait sa visite en Chine, il y avait Xi Jinping qui était le président. Il lui a parlé de démocratie, la Chine doit faire des efforts, machin, etc. Mais le président à l'époque lui avait dit, mais la démocratie telle qu'elle est conçue à l'américaine ne peut pas fondamentalement s'appliquer dans un pays où il y a 1 milliard et quelques d'habitants, comparé aux États-Unis qui faisaient à l'époque 360 millions d'habitants. Donc moi, je suis d'accord avec toi que même on peut se dire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, parce que ce qu'on dit aujourd'hui là au Sénégal, c'est une problématique qui est similaire, d'accord, au Mali, à la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique. Donc c'est la notion d'État. Tous nos mots, quand on parle de corruption, tout ce que tu veux, c'est parce qu'il n'y a pas un organe
qui peut contrôler un autre organe, ce qui fait que les gens font ce qu'ils veulent. Donc même la notion de démocratie, on peut le mettre de côté. Mais je te donne l'exemple du Maroc. Le Maroc, c'est un royaume. C'est une seule famille qui gère le pays. C'est pas, c'est un royaume, c'est pas une république. Et non, mais je suis d'accord, ils sont de loin. Donc c'est pour ça que je te dis, moi je suis d'accord avec toi, comme disent. Écoute, donc, on prend même un royaume. Donc tu es d'accord que chaque peuple doit trouver le système politique qui convient et qui répond aux aspirations de développement. À ces données historiques, à ces données géographiques, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, nous, aujourd'hui, l'état qu'on a, je termine par là, l'état qu'on a. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est que la démocratie, ou bien là, je sais pas, n'est pas en train de faire des résultats avec le Sénégal. En tout cas, sur une partie, parce que quand même, disons-le, attention, quand on parle de démocratie, on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est la séparation des pouvoirs, c'est la liberté de la presse au Sénégal, il y a quand même de grandes avancées. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec Macky Sall. Non, attends. Moi, je crois qu'en termes d'aspiration de développement, c'est soit on est développé, soit on n'est pas développé. Soit on est riche, soit on est pauvre, en fait. Dans cette dynamique-là, on ne peut pas être à moitié démocratique ou à moitié non démocratique, non. Soit on est pleinement dans les résultats de la démocratie, ou bien on ne l'est pas. Et malheureusement, le fait est cela. Les gens manipulent la démocratie, poussent les populations à aller voter et ensuite se comportent comme des despotes en fait. Et ça, c'est un fait. Donc, cette rupture-là, pour moi, elle est... Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, Philippe. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Je peux ajouter quelque chose. Ça veut dire que, Bokar, je vais m'adresser surtout à lui. Bon, je vous parle à vous tous. Que l'Africain, le Sénégalais, doit corriger ses problèmes d'abord. Parce que les présidents qui nous dirigent ne tombent pas du ciel. Ce sont des gens qui viennent du peuple. Si le peuple a certains défauts, mais la raison pour laquelle on est choqué, c'est parce qu'on voit nos défauts en face de nous. Macky Sall est un Sénégalais. Il fera des sénégalaiseries. Mais oui, il n'y a pas de magie, les amis. Il n'y a pas de magie. Ça veut dire que j'entendais quelqu'un dire que... je ne veux pas te couper mot, mais cela ne répond-il pas un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, que le Sénégal a un vrai problème de société. Mais effectivement, le Sénégal a des problèmes de société. Parce que regardez, Bokar, moi je vais te donner un exemple. Tu es à Dakar, hein, tu peux vérifier facilement ce que je dis. Regarde comment les gens conduisent à Dakar. Tu penses que les Sénégalais conduisent avec discipline? Entre nous? Les gens ne respectent pas la priorité. Ça veut dire qu'à Dakar, on te coupe la priorité. Tu peux faire le signe au gars, le gars t'insulte. Ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation. Il faut qu'on le reconnaisse. Ça veut dire qu'il faut que les Sénégalais... Et vous savez ce qui est dommage? C'est que nous, au temps où on était à l'école, on faisait des cours de civisme. On nous enseignait quelle était la valeur du drapeau national. Quand, par exemple, tu passes proche d'un poste de police, ou en tout cas d'un service étatique, où on levait le drapeau chaque matin, mais il fallait t'arrêter. Je ne sais pas si les gens le font jusqu'à présent. Je ne suis pas sûr. Voilà. Et c'est pas pour rien. Ça ne se fait plus. Mais c'est parce que les Sénégalais, vous savez, il y a une différence entre l'éducation et l'instruction. On peut être instruit et ne pas être éduqué. Et les Sénégalais font cet amalgame. Vous voyez, et c'est pour cela que certains de nos présidents nous déçoivent. Vous mettez quelqu'un qui a 5 doctorats. C'est clair qu'il est instruit, oui. Mais il n'est pas éduqué parce qu'il ne nous respecte pas. Il va faire des choses qui vont nous choquer. Moi, ce que je pense, c'est qu'au Sénégal, il faut faire revenir le service militaire. Moi, c'est mon avis. Comme c'était le cas en France, avant 1986. Le service militaire en France était obligatoire. Car quand tu es dans l'armée, tu as certaines valeurs. Regardez ce qui se passe un peu dans nos quartiers. Par exemple, devant chez moi, je peux avoir un tas de poubelles. Mais au lieu d'avoir la discipline de le mettre dehors le jour de la collecte des poubelles, mais je vais le mettre devant chez Momo. Mais vous pensez que quand je serai élu, qu'est-ce que je ferai? Les amis, vous savez, moi je suis
moi je crois profondément qu'on travaille et on gouverne comme on vit. Ça veut dire que si on est tel, si on a de certaines habitudes, le jour où moi je serai président, je ne peux pas me transformer en une autre personne. Je vais prendre mes sales habitudes avec moi, c'est tout. Donc, moi, je pense qu'il faut que les Sénégalais quand même revoient leur copie, essayent de s'améliorer. Et si les Sénégalais s'améliorent, il y aura beaucoup plus de certitude que les gens qui vont sortir du peuple pour nous diriger seront des gens qui vont beaucoup plus, en tout cas, le faire à bon escient. Moi, oui, mais est-ce qu'un peuple s'auto-améliore? Quand tu dis qu'il faut que les Sénégalais s'améliorent, est-ce que l'amélioration vient du bas ou du haut? Comment on change un peuple? Tout dépend. D'abord, moi, je pense que nous tous, il y a une amélioration qui vient du milieu familial. Mais j'imagine que nous tous, nous venons de familles décentes. Nos parents ne nous incitent pas à voler. Nos parents ne nous incitent pas à poser du mal à autrui. Ce qui veut dire que cette transformation est d'abord vient de la cellule familiale. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un leadership. Oui, mais le problème, c'est que le leadership sort du peuple. Est-ce que toi, je vais te poser la question, Philippe. Est-ce que toi, tu crois plus à ce qu'on travaille la société, qu'on fasse un travail de base, ou qu'on attend que Messi vienne? Non, monsieur Connard. Voilà. Donc, moi, je pense que chacun de nous fasse l'effort. En tout cas, il faut incarner le changement qu'on souhaite. Moi, c'est ce que je pense. Incarner le changement que l'on souhaite. Si je souhaite, moi, que mon quartier soit propre, mais après avoir mangé mon sandwich, je ne dois pas jeter mon papier par terre. Non. Très d'accord avec moi. Vraiment, c'est le discours qu'il faut. Hein, parce que, bon, moi, j'aime bien le fond de Bokar, c'est-à-dire il a ce fond avec des bases sur lesquelles on peut mesurer un peu voilà, tout ce qu'on doit faire. Mais après, dans la pratique, c'est-à-dire quand on va sur le terrain et qu'on regarde le Sénégalais, qu'on regarde l'état du pays même, pour moi, il faut être un peu plus, comment on dit ça, pragmatique. Voilà, il faut être un peu plus pragmatique avec l'approche qu'on veut pour le développement du Sénégal. Parce que sinon, c'est génération après génération qui seront sacrifiées. Passe de temps à fil, nous ne serons plus là. Et bientôt, il n'y aura plus de repas. En fait, on va vers une libéralisation de tout ce qui se fait dans l'Occident et tout. Après, ce mélange-là ne va rien créer de bon en Afrique. Parce qu'on continue à découvrir des ressources africaines et les gens vont continuer à venir à pied parce que tout ça n'est pas arrangé comme ça devrait nous convenir à nous. Bon, j'aime bien le fait que, voilà, on a des références et tout, mais à un moment, il faut créer une rupture, et comme il l'a dit, et revenir à des valeurs plus pragmatiques, je veux dire. Effectivement. Voilà. Et Bokar, et tu sais, je vais un peu te choquer. Tu sais pourquoi je ne suis plus sûr que la démocratie soit le bon système pour nous? Parce que le politicien est dans les calculs. Ça veut dire que le président qui doit redresser le Sénégal, c'est le président qui doit faire des sacrifices. Le politicien ne va pas prendre des décisions impopulaires. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, au Sénégal, moi je vais vous dire que pourquoi il y a autant de désordre, c'est parce que l'autorité n'existe plus. C'est-à-dire que vous pouvez voir quelqu'un qui peut venir sur le trottoir, la voie publique, et mettre son étalage. Moi, qui suis passant, je ne peux pas marcher sur la route parce que c'est réservé aux véhicules, mais je ne peux plus non plus marcher sur le trottoir parce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a le droit de venir mettre ces articles pour gagner sa vie. Donc l'autorité a péri. Et pourquoi l'autorité a péri? C'est parce que le politicien réfléchit comme tel. C'est-à-dire qu'il va se dire que si je sanctionne le marchand à la sauvette, le marchand à la sauvette peut-être est proche d'un leader religieux qui est dans un fief. Et que je ne veux pas que ce fief soit contre moi aux prochaines élections. Or qu'un militaire n'a pas à se soucier de ça. Donc, ce sont les calculs qui font que les politiciens nous retardent.
Parce que le politicien, ce dont il va penser seul, auquel il va penser en premier, c'est que est-ce que telle décision l'arrange lui avant que ça arrange le peuple? C'est comme ça que le politicien, dans un système démocratique, réfléchit. C'est la vérité, hein? Bon, il y a des éléments. Après, je ne sais pas si on va changer de sujet. Après, je vois des commentaires qui sont intéressants. J'en vois d'autres je vois des commentaires qui sont très intéressants. Mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans la plupart des commentaires que je lis, qui viennent des Sénégalais, ils disent Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Moi, c'est ça qui me perturbe à la fois et qui me fascine à la fois, parce que c'est encore une fois, ça revient à ce que je disais, à l'hyperpuissance du régime. On ne parle que de Macky Sall. C'est parce que, tout simplement, on a fini par... parce qu'on s'est rendu compte que c'est l'homme qui fait et qui défait les situations politiques au Sénégal. Effectivement. Je pense que voilà, c'est l'homme qui fait et qui défait les situations politiques au Sénégal. Et même avant lui, ça a été le président Abdoulaye Wade. Avant le président Abdoulaye Wade, ça a été Abdou Diouf. Avant Abdou Diouf, ça a été Senghor. Et même avec Senghor, on ne va pas faire de l'histoire. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sur le dos de Senghor juste parce qu'il a été président. Moi, je ne suis pas d'accord avec... je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que Macky Sall est un dictateur. Du moment où je fermais la parenthèse. Je fermais la parenthèse et on va ouvrir ça. Mais la parenthèse que j'ouvrais tout simplement, c'est... elle concernait ceci. Le fait qu'on me remet tout sur le dos de Macky Sall. Et moi, c'est ça que je n'arrête pas de dire, que si on n'arrête pas cela par des réformes, ça sera la même chose avec le prochain président. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé il y a à peine 10 ans. En 2012, quand on élisait Macky Sall. C'est que nous, au Sénégal, on n'a pas de problème de leadership. C'est même en Afrique, quand j'entends des gens qui parlent de leadership. Mais on n'a pas de problème de leadership parce que les politiciens qu'on élit sur le hit et nungu, comme disent les philosophes, sur le ici et le maintenant, sur l'immédiat, ce sont des gens qui ont incarné un leadership jusqu'à devenir un président ou un ministre ou tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'on se rend? On se rend compte, c'est quoi le problème? On se rend compte qu'à partir du moment où les gars prennent l'épée de Damoclès, c'est le discours qui change fondamentalement et les actes qui s'en suivent. Est-ce que Macky Sall, on peut dire qu'il vient il fait qu'il vient de faire quand même 2 mandats? J'ai l'impression que les Sénégalais se plaignent de Macky Sall depuis un moment. Même avant cette élection, on se plaignait déjà de lui sur sa manière d'appliquer la démocratie. Déjà tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il y a plus de 1000 opposants en prison. C'est beaucoup quand même. Non, mais ça, c'était avant son élection. Non, on se plaignait plus de l'ancien président. Mais j'ai fermé le chapitre que j'avais ouvert. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé il y a 10 ans. Moi, il y a 10 ans, c'était la première fois que je vote en 2012. Et j'avais voté pour Macky Sall en 2012. C'était la première fois que je votais. J'ai voté pour Macky Sall. Pourquoi j'ai voté pour Macky Sall? Parce que la même situation s'est passée il y a presque 10 ans, en 2012. C'est qu'on avait l'ancien président qui faisait ce qu'il voulait. Limite, lui-même, il avait forcé jusqu'à avoir un 3e mandat. Je pense qu'on s'en souvient tous. Oui. Et donc, c'est la même situation. Macky Sall était l'opposant à abattre. C'est un peu comme Ousmane Sonko aujourd'hui. Donc, Macky Sall était l'opposant principal, voilà, à qui on faisait beaucoup de choses. Le mec qui était devant les télés, on ne peut pas faire de report. Moi, je ne l'accepterai pas. C'est le même Macky Sall qui reporte les élections. Wade, ce qu'il disait avant d'être élu, l'ancien président, il a tout à fait le contraire. Et moi, j'ai envie de me dire, mais on ne se pose pas les bonnes questions. Je veux dire, il n'y a pas un électrochoc chez nous. Et je pense en utilisant les anciennes méthodes, en espérant obtenir des résultats différents, c'est ce que Einstein appelle la folie. Et nous, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. À part Momo qui prône, on va dire, une rupture systémique par l'approche de l'armée. Je vais intervenir. Quand même, pour vous demander, Karim Wade, c'est sérieux? Vous pensez qu'il peut arriver à la présidence? S'il vous plaît, je veux juste dire quelque chose. Bokar, par rapport à ce que tu disais, que tout le monde blâme Macky Sall, mais toi-même, tu l'avais dit auparavant, c'est parce que Macky Sall a tous les pouvoirs. Mais je suis d'accord. Mais ça, je suis d'accord. Hein. Parce que le président au Sénégal peut changer le destin d'un homme entre midi et 14 heures. Hein. Et c'est pour cela... Justement, on n'est pas en train de se poser les questions, nous, en tant que Sénégalais. C'est-à-dire que même... C'est-à-dire on idéalise, on va idolâtrer des hommes politiques. Bon, celui qui est le plus idolâtré, c'est Ousmane Sonko. Moi, je vous dis, même avec lui, avec les mêmes institutions qu'on a, les mêmes formes et réformes, mais on va avoir la même chose dans 10 ans. Oui, mais Bokar, mais vous savez, oui, je suis d'accord, mais Sonko
il a parlé d'une chose que je... Bon, après, je ne veux pas personnaliser, mais je donnais juste un exemple, quoi. Non, je sais. Je vais même dire toi, Mo Gates. Non, non, mais par exemple, vous savez, le parti de Sonko, qui est le PASTEF, par exemple, parle de changer le système, justement. Comme tu l'as dit, c'est parce que c'est beaucoup moins lié aux hommes. C'est surtout l'architecture institutionnelle du Sénégal. C'est le pouvoir dont jouit le président. Et ce sont ces choses qu'il faut changer. En tout cas, je ne dirais pas que le Sonko est capable, mais il peut commencer ces changements. Macky Sall, moi, je l'ai élu comme toi en 2012. J'ai voté pour lui. Mais moi, je pense qu'il a rempli sa mission et qu'il est temps qu'il cède la place à une autre personne, c'est tout. Ça, je suis d'accord. C'est ce que tout le monde combat. Moi, c'est ce qui m'a ramené cet après-midi à la place de la Nation. Je n'ai pas été arrêté, heureusement, mais c'est ce que tout le monde combat. Il y a eu des arrestations il y a même un étudiant qui est mort, là, aujourd'hui. Ah bon? Ah, il y a un étudiant qui est mort à l'Université Gaston-Berger. C'est confirmé? Au nord, oui, c'est confirmé, au nord du Sénégal. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a tué, mais je crois bien que c'est par le biais des manifestations. Donc, ça s'est passé ce soir, aujourd'hui, au Sénégal. Ouais. 2 morts, dit Jackson Sin, qui est dans les commentaires. Et récemment, hein, en juin 2023, il y a eu combien de morts? Donc, ça, ce n'était pas forcément lié au report de l'élection, mais il y a eu quoi? Il y a eu plus d'une dizaine de morts. Alors, on revenir à la question de pro Macky Sall qui est infiltré. Je réponds à la question de Philippe. Bon, le cas de Karim Wade, vraiment, ce n'est même pas un cas à débattre parce que lui, ce n'est pas vraiment le sujet du combat des Sénégalais. Il n'est pas. On a l'impression que beaucoup de choses sont faites pour lui, là, dans ce. Non. Il ne faut même pas croire ça. Il ne faut même pas croire que c'est pour lui que les Sénégalais sont en train de se battre. Non. Non. Je dis, tout ça, tout lui profite. Le report de l'élection, enfin, tout lui profite. Mais du moment où il ne représente pas vraiment un poids, pour moi, il ne pourra pas vraiment profiter de cette situation. En fait, cette situation de chaos, pour moi, ne profite pas vraiment à un ou bien une partie, n'est-ce pas, prenante de ces élections-là. C'est plus au détriment des populations que pour Macky Sall ou pour quelqu'un d'autre. Mais ce sur quoi j'aimerais un peu rebondir par rapport au discours et c'est ce qui me fait peur un peu, moi, avec l'opposition du Sénégal en ce moment. Parce que, comme Bokar, hein, moi, en 2012, je suis allé voter pour Macky Sall parce qu'à l'époque, c'était cette histoire de faire partir un régime qui voulait... Mais Momo, c'est la même chose qui s'est passée il y a 10 ans. C'est la même chose. Mais moi, ce qui m'a fait peur un peu, c'est qu'après l'élection de Macky Sall, juste dans la foulée, il a commencé à jouir de ce culte de personnalité. C'est le premier président qui a gagné l'élection avec 65%. Les gens ont même oublié qu'il a gagné grâce aux coalitions qui sont venues se joindre à son camp. Mais ce culte de la personnalité qu'il a surélevé au rang d'homme providentiel, homme truc, et qui est encore en train de... Est-ce que ça, c'est pas la culture? C'est pas propre au Sénégal. C'est justement ça. C'est justement sur ça que je veux développer. Parce que moi, personnellement, je suis d'une communauté où le culte de la personnalité n'existe pas. Et dans notre histoire, on est laquelle? Nous sommes les Lébo. Hein. Voilà. Nous sommes une communauté où nous n'avons jamais connu de roi, nous n'avons jamais connu de chef. Nous avons toujours été dans ce qu'on appelle le régime parlementaire, où il fallait choisir des représentants des grandes familles de la communauté. Donc, ce culte de la personnalité que nous sommes en train d'amener dans le paysage politique sénégalais, pour moi, il faudrait aussi qu'on se départisse de ça. Et je dis ce qui me fait un peu peur par rapport à l'opposition. Parce que la personne d'Ousmane Sonko, il est devenu un monstre politique. Et il est devenu, aux yeux de certains, il est devenu un saint. Il porte ce nom-là. Et moi, ça me fait peur. Parce que j'étais là en 2012 quand j'ai commencé à entendre ces choses-là, les mêmes choses sur Macky Sall. Que oui, c'est le premier président qui a une femme qui est sénégalaise, qui n'est pas... Non, j'ai entendu ces choses-là. Et ces choses-là, pour moi, ne font pas partie des critères pour être un président. Maman, je le dis, c'est des choses qui ne doivent pas intervenir dans le même politique. Dès que ça se ramène, je crois que ça devient dangereux, en fait. Et ça aussi, il faudrait que le Sénégalais corrige ça avant que l'on aille vers ce changement-là. C'est très important.
le culte de la personnalité que nous sommes en train d'imposer dans le paysage politique sénégalais, comme le dit Bokar, ça rend l'homme super puissant. Et dès qu'il devient puissant, le pouvoir lui monte la tête. Et dès qu'il comprend qu'il a le judiciaire, l'exécutif, les forces de l'ordre et tout ça derrière lui, ça en fait un super homme en fait. Et c'est ce sentiment-là qui croit qu'il devient intouchable. Et moi, je dis, hein, si ça continue comme ça, Macky Sall, il sera très déçu. À la fin, il va finir très mal. Voilà, je ne sais pas si ce sera un coup d'État, comme Bokar dit non, mais il va finir mal, ça c'est sûr. Voilà. Oui, je le pense aussi. Voilà. Vous comparez la situation Sonko à Macky Sall? Moi, je suis... Sonko, j'ai l'impression quand même que Macky Sall n'a pas fait... il allait beaucoup plus fort sur Sonko que ça n'a été son cas. Hein. Ben oui, mais c'est un cycle en fait. C'est un cycle qui est en train de se perpétrer en fait. Et je crois que Sonko, s'il arrive à remporter les élections, il aura un opposant encore plus farouche à son pouvoir. Et c'est un cycle qui va continuer à se perpétrer. Une fois qu'on est dans cet engrenage-là, ça va continuer. Si Sonko fait les bonnes réformes, les bons changements, qu'il établit de vraies fortes institutions. Non, avant d'arriver à cela, moi, ce que je dis, c'est qu'il a montré la voie à comment s'opposer à un régime. Il est en train de montrer la voie à ce qu'il faut faire si le régime ne marche pas. Et donc, si lui fait les mêmes erreurs, son opposition sera encore plus virulente que lui-même par rapport à Macky Sall. Ça, j'en suis sûr. Mais effectivement, parce que non, et c'est vrai, parce que moi, Sonko, il y a eu des choses que j'ai condamnées sur certaines de ses démarches. Par exemple, quand on lui a convoqué pour répondre à la justice, il ne devait pas refuser, il ne devait pas défier l'État. En fait, quand vous êtes opposant, on aura une idée de comment vous allez diriger un pays, en fait. Parce que demain, lui, s'il y a un opposant, par exemple, qui le défierait, il ne aimerait pas cela. Je pense qu'il a commis des erreurs. Je pense que oui, il a commis des erreurs. Oui, effectivement. Et quand on lui a dit de venir, de déférer à la convocation, il a refusé. Et quand... Oui, parce que dans son esprit, c'est tous corrompu. Non, mais attendez, mais oui. Mais... Non, je ne dis pas qu'il avait raison. Hein. Oui, je sais. D'ailleurs, moi, je n'ai pas très bien compris comment ça se passe au Sénégal. Le juge de Ziguinchor qui valide sa candidature, quelqu'un d'autre, enfin, je n'ai pas très bien compris. Certains valident sa candidature, d'autres l'invalident. Et au final, le Conseil constitutionnel, sur quelle base le Conseil constitutionnel estime qu'il est inéligible pendant 5 ans? Non, mais parce que le problème est ceci. Par exemple, vous avez raison. Quand le juge de Ziguinchor l'a réintégré dans les listes, la Cour suprême a cassé cette décision. Mais alors, de ce que j'ai lu tout à l'heure, parce que je ne me rappelle plus des noms, parce qu'il y a tellement d'institutions au Sénégal, oui. Il y a une institution qui était en charge apparemment de valider, c'est pas la Cour constitutionnelle, c'est un autre groupe, et apparemment, juste avant qu'ils ne prennent la décision, Macky Sall a changé, je crois, 10 personnes dans ce truc-là. On t'attend pas, Bokar. Philippe, il parle de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. On avait changé tous les membres. Okay. Parce que c'est la Sénat qui supervise les élections d'après le code électoral du Sénégal. Et donc, Macky Sall a balayé tous les membres, a changé tous les membres, justement. Ils ont été nommés par Macky Sall. Et ça, ce décret a été attaqué par l'opposition à la Cour suprême. Je ne sais pas la suite qui a été donnée à ce décret de nomination des membres de la Sénat, d'ailleurs. Mais c'est un décret qui a été attaqué par les membres de l'opposition. Mais bon, revenant au cas Sonko. Alors, moi, je vous ai écouté religieusement là-dessus parce que moi, je suis un ancien membre du parti PASTEF, donc le parti dirigé par Sonko, et je suis un ancien membre du mouvement des cadres patriotiques de PASTEF France. C'est-à-dire, c'est le mouvement des cadres qui est chargé d'écrire le programme politique du parti. Donc, moi, j'ai démissionné du parti PASTEF en 2019. C'est un rebelle. Tu t'es rebellé. Entre guillemets, ouais. Certains me considèrent comme un rebelle. Mais oui, je faisais partie des cadres de PASTEF France, donc, qui étaient chargés d'écrire le programme politique du parti. D'ailleurs, dans un parti politique, les cadres sont chargés d'écrire les plans de développement, etc. Bref, donc j'étais là-dedans. Moi, j'ai démissionné du parti en 2019. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître que, effectivement, la personnalité d'Ousmane Sonko est une bouffée d'oxygène dans la démocratie sénégalaise.
Ça, c'est vrai. Ouais. C'était la raison pour laquelle, d'ailleurs, que moi-même, voilà, d'autres Sénégalais de la diaspora qui en ont marre de la façon dont la politique s'est faite en Afrique aient adhéré au parti PASTEF. D'accord? Donc, c'est vraiment une bouffée d'oxygène dans la démocratie sénégalaise. Il y a eu plus de débats avec l'apparition du phénomène Sonko, pourtant en 10 ans d'apparition, parce que le parti PASTEF a été créé en janvier 2014. 2024, ça fait à peine 10 ans pile poil. D'accord? Et c'est un parti qui a fini par phagocyter la plupart des partis, et je parle sur le contrôle des Sénégalais, la plupart des partis qui ont existé sur la scène politico-médiatique sénégalaise. Donc, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, voilà, dans la démocratie sénégalaise. Maintenant, est-ce que c'est une personnalité qui, demain, si elle était présidente de la République, ferait pas pire que Macky Sall, etc. Enfin, moi, je n'accorde le bénéfice qu'à partir du moment où les gens exercent. C'est que moi, je suis quelqu'un qui refuse, et je l'ai toujours dit, qui refuse. Je ne dis pas que les gens qui suivent Sonko, moi je parle de mes principes, à moi. Moi, je suis quelqu'un qui refuse l'idolâtrement politique. Toi qui as été au cœur du système PASTEF, qu'est-ce qui t'a désillusionné? Toi qui as été au cœur du système PASTEF, qu'est-ce qui t'a désillusionné? Ah, bon, je ne veux pas que ça fasse l'objet du débat. J'ai écrit un livre là-dessus, je te le passerai en off. Ah, carrément? Je te passerai les liens. Tu as écrit un livre? Bon, j'ai écrit un livre, mais ce n'est pas sur PASTEF. Mais voilà, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'audace de s'engager, pour une plaidoirie d'un engagement politique plus fort et plus impactant. Où j'appelle avec, c'est un livre que j'ai co-écrit avec un Sénégalais qui vit à Chambéry, où on a écrit sur la participation citoyenne, l'importance pour que les jeunes s'engagent, se politisent, et l'importance de la formation et de l'entrepreneuriat. Donc voilà, ce sont des notions, des thématiques qu'on a développées dans l'audace de s'engager. Juste si vous tapez l'audace de s'engager, vous le verrez facilement, pour une plaidoirie en sous-titre d'un engagement politique plus fort et plus impactant. Et là-dedans, effectivement, on développait des principes forts en termes d'engagement politique et citoyen. Parce qu'il n'y a pas que le citoyen qui peut développer l'Afrique et les pays du monde, mais aussi il y a le politique. On a beau s'engager du point de vue associatif, mais il n'y a que le politique qui change les choses. Et ça, c'est la réalité du terrain. Il faut être politicien, avoir le pouvoir, être là-dedans pour changer les choses. Bref. Donc, du coup, donc je disais, voilà, pour fermer cette parenthèse, donc la personnalité Sonko, parce que vous savez, quand on dirige un État, on a des principes. Sonko peut être bien, d'accord? Mais les gens qui vont être au ministère des Finances, au ministère des Affaires étrangères, aux impôts et domaines, il va déléguer. Il ne sera pas là-dedans. Et ça se voit aujourd'hui avec Macky Sall. Macky Sall, aujourd'hui, il a défendu des principes forts avant d'être élu en 2012. Pourtant, quand il a été élu, le mec s'est mal entouré. Et on le voit aujourd'hui. Des gens qui sont autour de Macky Sall sont accusés de corruption et de détournement de deniers publics. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il met son coude sur les dossiers et donc les choses n'avancent pas. Donc, est-ce que ça sera la même chose avec Sonko? Je ne sais pas. Je ne veux pas vraiment faire de la prémonition, mais on verra. Mais en tout cas, moi, je veux vraiment accorder le bénéfice à partir du moment où je vois le gars à l'action. Et à partir de ce moment, je jugerai. Voilà. Mais moi, voilà, je me refuse désormais, voyant tous les politiciens africains, je me refuse désormais, juste via un discours, que je puisse vous accorder la crédibilité et toute ma confiance totale. Moi, je me le refuse. Et moi, je pense qu'il ne faudrait pas que les peuples aillent dans ce sens, parce qu'on nous dupe. Voilà. Et d'ailleurs, les politiciens nous le disent. Les gens qui croient à nos promesses, cela leur engage. Je ne dis pas que Sonko ne ferait pas la même chose. C'est juste que ni Sonko, ni Khalifa Sall, ni Karim Wade, qu'importe le politicien, je les jugerai à partir de leurs actes et non pas forcément sur le discours qu'ils tiennent en ce moment, parce qu'on en a tout vu. Macky Sall a été l'un des plus grands défendeurs des principes de la République. Aujourd'hui, tous les grands principes que cette personnalité-là a promis en 2012, tout était en train d'être foulé aux pieds. Et on est en train de le voir aujourd'hui au Sénégal. Je ne sais pas si Moguette veut rebondir par rapport à ce que j'ai dit. Mais... oui, mais je suis d'accord. Non, mais je voulais dire la parole quand même à... Alors, je ne suis pas sûr que je prononce bien. C'est Théis Bassolé. Tiwé, il a même écrit en plus. Tiwé. Mais les amis, je pense que je vais vous quitter. Hein. Je vais vous quitter. Mais comment tu nous quittes? Il est venu pour te répondre. Même si on donne 10 ans à Philippe, il va jamais savoir prononcer mon nom. Il y a longtemps quand même qu'il dit mon nom. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Juste apporter ma petite contribution. Bon, en écoutant les uns les autres, je ne vais pas trop parler des problèmes internes du Sénégal. Je pense qu'il y a assez de Sénégalais qui connaissent mieux que moi. Mais en écoutant les uns les autres, je pense que il y a un thème qui
qui est assez répétitif. C'est-à-dire, peu importe la personne qu'on met, on se dit qu'on aura la même chose. Donc ça doit nous amener à interroger le système et non les personnes. Philippe sait, hein, il a déjà eu des thèmes dans ce sens, pas seulement sur le Sénégal. On en a débattu et autres. Moi, j'aurais su ma position que j'ai depuis 4, 5 ans, 6 ans, vraiment, après avoir vraiment recherché et analysé. Je me suis dit, la forme actuelle de la démocratie qu'on a en Afrique, elle n'est pas adaptée. Ce n'est pas une question de personne. Juste pour ne pas développer là-dessus, allez-y lire sur la démocratie en Inde pour comprendre un peu les choses. Ils ont une démocratie, mais dans les formes et tout, c'est pas la forme de démocratie copier-coller. D'accord? La culture, peu importe ce qu'on fait. Vous prenez un business, par exemple, dans le domaine business, puisque Philippe est dans le business, je vais prendre ce domaine. En fonction de l'endroit où vous êtes, la culture impacte un peu comment les choses sont un peu faites. Vous voyez, la culture, peu importe le domaine que vous prenez, la culture va donner une particularité à ça. Par rapport à notre culture, il faut juste examiner un certain nombre de choses, des principes de la démocratie, et tu vas te rendre compte que j'ai dit ça maintes fois sur la chaîne de Philippe. Regardez, actuellement, tout le focus, c'est quoi? C'est les élections. Et moi, ça fait depuis 2016, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai dit, pourquoi en Afrique, quand il s'agit de démocratie, on a comme l'impression que ça s'arrête aux élections. C'est-à-dire que tant qu'on a une élection qui est bien faite, oh yeah, c'est la démocratie. Je suis désolé, pas moi-même mes propres mesures, je place les élections à 5 à 10% en termes d'importance dans le processus de la démocratie. Et j'ai toujours aussi dit que ce soit un chef d'État ou toute une administration peut offrir une élection, l'élection la plus transparente, et le reste du chemin, on mate tout le monde. C'est-à-dire qu'aucune loi n'est respectée, rien n'est respecté. L'âme de la démocratie, c'est les textes, mais pour aller plus loin, l'application des textes. On est encore là, par rapport au Sénégal, l'élément principal, ce sont les élections. Mais qu'on se pose la question, pourquoi, après le discours du président, pourquoi il n'y a pas eu un dispositif, que ce soit sur le plan judiciaire ou machin, qui en fait possède un pouvoir pour dire, ah non, attention, ça ne relève pas, par exemple, des pouvoirs du président. C'est parce que le système actuel ne permet pas de faire cela. Pour ne pas juste parler des États-Unis, quand, avec Trump, il y a eu un peu de choses qui se sont mélangées. On a un système en place. Je n'ai pas dit que Trump était l'auteur ou pas. Et récemment, la FBI nous montre que tout n'est pas ce qu'on a vu. Mais par rapport au fait, on a eu une autre instance qui permettait que peu importe ce qu'une personne voulait faire, ce n'est pas possible. Donc, on a un système déséquilibré. Donc, commencer à douter sur Sonko et machin, juste mon opinion, je pense que c'est un faux procès. Le fait qu'on ait vu la même chose, il faut donner la chance à quelqu'un. Ce dont on a besoin des réformes, comme un peu ce qui se passe au Burkina, au Mali et autres. C'est vrai que les gens critiquent, mais les gens critiquent pourtant, c'est ce que les gens souhaitent. Dans l'Afrique, on a besoin de ça. Les gens oublient que ce n'est pas ces choses que, malheureusement, ça doit passer. Par exemple, revoquer certains, on va dire, contrats qui n'arrangent pas nos pays et autres. Ça fait partie, il faut une réforme. Alors, quelqu'un a dit tout à l'heure que Macky dans l'opposition, voilà, un peu son attitude était telle et après, il a changé. Qu'on se pose, moi je suis dans l'analyse de trouver, si on a la bonne question, on risque de trouver la meilleure réponse. Pourquoi il a changé? Ça veut dire qu'il y a des forces en présence qui, qu'on le veuille ou pas, amènent les gens à adopter, si quelqu'un avait une démarche qui a inspiré de la confiance, et après la personne rebourse chemin, emprunte, je veux dire, un autre chemin, qu'on se pose la question, dans le processus, qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire qu'il y a des forces en présence qui, on va dire, comme une fonction f de x, on passe une variable et qui ressort pour une raison ou une autre. Dans la fonction, dans la boîte, les garantes, une fonction carrée, on attend ce qui doit sortir, on peut même prédire le résultat. On se rend compte que ce qui sort, le output est complètement différent. Ça veut dire qu'il y a des forces en présence qui conditionnent les gens, les leaders à emprunter nos chemins. Donc, on doit repenser notre démocratie. En tant que concept, c'est bien. Le peuple est au sein de ça. Prenons le cas
Est-ce que on peut se poser la question déjà, parce qu'on prend ça pour acquis, mais est-ce que c'est la démocratie qu'il faut déjà? Peut-être qu'il faut commencer par se poser ces yeux. Est-ce que les peuples africains plébiscitent la démocratie? Moi j'ai plutôt le sentiment que, et c'est ce que nos chefs d'État pérennisent. Et c'est pour ça qu'au fond, ça ne gêne pas tant de gens que ça. Les sociétés africaines, à la base, ce sont des chefferies. Yeah. Ce sont des sociétés qui, même quand on va dans l'arrière-pays, il y a des chefs partout. Et la chefferie, c'est pas la démocratie. Oui. Il y a un chef qui décide, avec un groupe de notables, de la gestion de la cité. Pas dans la mienne. Ah, peut-être, bon, il y a forcément quelques exceptions. Mais en tout cas, de manière globale, c'est ce que je vois en Afrique. Oui, oui. Pour répondre à ça, je suis d'accord. Et c'est justement pour ça, tout à l'heure, j'avais dit, bon, tiens, oui, je te coupe pas. C'est justement pour ça, tout à l'heure, j'avais dit, moi, je crains, j'ai des appréhensions par rapport au culte de la personnalité, parce qu'en Afrique, dès qu'une personne est surélevée à un certain degré, cette personne devient un despote. Et ça, toutes les preuves sont là. Comme le dit Philippe, la chefferie, la royauté, quoi qu'on l'appelle, dès qu'il y a une famille, dès qu'il y a un nom, dès qu'il y a une personne qui est élevée à un certain degré, il devient royaliste en fait. Même s'il n'est pas le titre de roi, il devient un royaliste. Mais est-ce que ça, on ne rentre pas un peu dans les sémantiques, puisque ça relève du caractère personnel. Il y a des gens, ok, qui ont, quelqu'un parlait d'éducation et d'instruction, je ne sais plus qui c'était, je suis tombé là-dessus en ce moment. Je pense que quand quelqu'un peut contrôler son ego, il y a des gens qui sont dans des positions où ils peuvent se prendre la tête comme on pourrait s'imaginer, mais qui ne le font pas. Ça dit que ça, c'est un truc personnel. Quand on te pompe n'importe comment, je pense que tu vas te contrôler. Pour revenir à ce que Philippe a dit, effectivement, il faut interroger la forme même de gouvernance. Est-ce que c'est ça qu'il faut? Et ça me ramène à cette question de culture. En Afrique, pourquoi nos institutions peinent à... C'est pas les textes ne manquent pas, mais pourquoi on peine à les mettre en place? C'est parce qu'on a une culture qui, met en avance l'âge. On le sait bien. Ça fait partie de l'histoire de la chefferie. Faut te lever, dis que toi, tu es un Africain, tu as bossé ou tu as fait telle entreprise. On est dedans. Tu arrives, tu veux faire quoi? On s'en fout. De façon générale, on s'en fout de ce que tu as fait, un peu tout ça. On te dit... Je parle dans le jargon général africain. Et petit, il faut te calmer. On a ce truc-là. Ça dit que le truc d'aînesse est là. Le droit d'aînesse. C'est ça. Alors, je ne dis pas de ne pas respecter les aînés. Je suis quelqu'un qui prône beaucoup ça, d'ailleurs. Je pense qu'on doit respecter les aînés. Chaque époque a eu un peu ses combats et autres. Mais il y a ça. Donc, ça renvoie à cette question de... C'était la chefferie, c'était la monarchie. Donc, on a adopté des textes qui font que ça ne peut pas passer. Pourquoi? J'avais posé la question une fois sur la chaîne de Philippe. Pourquoi, par exemple, en Amérique, j'ai posé même la question, moi je suis aux États-Unis, j'avais posé la question une fois à un de mes professeurs à l'école, et il m'a dit que c'est à partir des années 70-80, les choses ont commencé à changer. Parce que je lui ai posé la question, mais pourquoi ici tout est loi? On voit, voilà, quelqu'un se lève, il convoque son beau-père, et puis voilà, il n'y a rien, quoi. Non, les textes disent X, on fait X. Pourquoi en Afrique, on n'arrive pas à faire ça? C'est parce qu'en Afrique, on a un système qui est basé, qui part de la famille. C'est-à-dire, on a un système centré sur la culture, sur la famille, c'est-à-dire l'âge, les aînés, voilà, ainsi de suite. Par contre, en Occident, non, ça vient en dernière position. Et pour donner un exemple très, très simple pour que les gens comprennent ce que j'essaie de sortir ici, si tout de suite, nous qui sommes Africains, qui sommes là, si on a un problème, je sais que Philippe expose souvent certaines difficultés dans les affaires. On en voit partout, on en croise d'ailleurs. Si on a tout de suite un problème, nous sommes 4 partenaires en affaires ici. La première des choses qui va venir en tête, je suis convaincu, ok? Même Philippe, maintenant, il porte plainte, je sais, mais je sais que la première des choses, on va essayer de s'appeler, essayer de voir comment on va régler. C'est pas anodin. Ça y est dans nos cultures. On va essayer de se parler pour essayer de résoudre. Peut-être au deuxième niveau, on va contacter un aîné pour dire, bon, voilà, voici ce qu'on s'était dit. Lui, là, il ne veut pas respecter les choses. Après, on va escalader, on va aller maintenant sur le plan légal, judiciaire, machin. En Occident, il n'y a pas ça. Dès que on a dit c'est bleu, on s'est entendu que c'est bleu, toi, tu viens de dire que c'est rouge, on ressort le texte, on t'appelle devant le juge et ça passe. Donc, ça dit que
pour ces formes de démocratie qui s'appuient sur ce que le texte dit, c'est plus propice, c'est plus facile. L'environnement est, je ne veux pas dire adapté parce que ça s'est créé, c'est plus facile de les appliquer. Alors, on doit repenser chez nous pour dire, OK, voici ce que notre culture dit, mais quand il s'agit de ça, comment on va mettre des garde-fous pour permettre que l'âge, pour permettre que l'ancienneté. On a souvent des Africains qui rentrent dans nos pays, ou même étant sur place, ils arrivent dans un ministère ou dans un service privé, malgré qu'ils possèdent ce dont l'environnement ou le service ou la compagnie a besoin pour avancer, on leur dit petit, il faut te calmer. Cette notion de petit, il faut te calmer, il y a l'ancienneté, c'est pas anodin, c'est des choses que j'ai plus de temps pour analyser. Donc ça fait que les textes ne nous manquent pas. Et j'ai posé la question tout de suite par rapport à ce que le président dit. Alors moi, je ne suis pas là pour trancher sur ce qu'il a fait, c'est bien ça, je pense que chacun fait son appréciation, mais où est l'organe qui a pu se projeter pour dire que, attention, là, monsieur le président, non, il n'y a pas eu ça. Je veux dire, il n'y a pas eu ça. Bien sûr, les députés de l'opposition sont parfaitement dans leur droit d'aller et puis voilà, essayer de contester ça selon les voies. Mais peut-être même dans des trucs où c'était pensé, si on prend même le modèle africain qu'on applique, il devait avoir des sages qui, en même temps, mais légaliser, il faut que ces choses, alors moi je ne suis pas là à dire non, on doit reprendre nos traditions, tout ça, non, je ne sais pas mon langage, mais je veux dire, il faut qu'elle s'adapte. En Inde, la démocratie marche, mais elle est adaptée. On ne peut pas faire du copier-coller et penser qu'un pays où, quand il y a un problème, on pense au texte. Et un pays où, quand il y a un problème, la première des pensées, c'est qu'on va appeler Philippe, bon, il va venir, Philippe va venir dire, bon, tu sais, c'est ton petit, hein, c'est vrai, il a volé, il faut le laisser. C'est un peu ça que je voulais. Donc, je veux dire, pour terminer, l'âme de la démocratie, c'est les textes et plus loin, l'application des textes. En Afrique, aujourd'hui, j'ai dit ça sur la chaîne de Philippe, les gens m'avaient attaqué à l'époque dans les messages, et je dis ça, la plupart des démocraties qu'on voit en Afrique, j'ai refait beaucoup de screenshots que j'ai fait, que j'ai repartagé sur ma page, elles vont s'écrouler une à une et elles seront en fait refondées. Marquez ce que je suis en train de dire. Si je me trompe, je viendrai m'excuser. Les 2 prochaines élections au Nigeria, moi, en fait, je suis quelqu'un qui regarde les données et puis dans les analyses. Prenez les données démographiques du Nigeria, Philippe se rappelle de ce débat qu'on avait eu, et regardez les 3 élections passées. Il y a un pattern qui commence à se dessiner. C'est-à-dire que si on continue dans ce sens, même le grand Nigeria dont on parle de démocratie et machin, ne vous étonnez pas qu'on expérimente une situation pareille, que ce soit un coup d'État ou quelqu'un qui pense que maintenant, parce qu'on voit là où les chiffres, par rapport à chaque élection, les anomalies se présentent. Et on ignore tout ça, on dit que non, bon, c'est élu parce que le candidat Obi, à la fin, avec tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a juste apaisé ses partisans, voilà. On a laissé passer. Mais en réalité, ce sont des bombes en retardement. C'est ce que je voulais dire. La forme actuelle n'est pas adaptée. C'était la condition que je voulais apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chieyoué, de ton intervention. Comment ça se prononce? C'est Tiwé. Donc, j'avais raison tout à l'heure, Tiwé, alors. Oui, okay. C'est Tiwé. Ici, les Américains, eux, massacrent mon nom, même je ne sais pas si c'est un nom d'animal qu'on appelle ou c'est lui. Ok, quelqu'un veut dire quelque chose pour conclure? Bon, je vais laisser la parole. Momo. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec lui sur sa conclusion par rapport au fait que la démocratie, ce sont les textes. Et je pense que c'est ce que tu as bien dit, hein, qu'il faut des textes et qu'à un moment donné aussi, il faut des sages. En l'espèce, nous, au Sénégal, les sages, ce sont les membres du Conseil constitutionnel du Sénégal. C'est ce qu'on appelle les sages, hein, au Sénégal. Donc, ce qu'il faut, c'est tout simplement, quand on est face à une situation comme ça, il faut, encore une fois, je reviens à mes propos, il faut un cadre légal, parce que c'est ça qui encadre l'État, c'est ça qui encadre nos rapports, et il faut la force physique. Mais tout ça, malheureusement, dans nos pays, en l'espèce au Sénégal, est détenu par une personne ou par une institution, c'est le président. Et même dans cette situation du Sénégal, le report de l'élection présidentielle, je pense que je parle sous la supervision de Momo, même le Conseil constitutionnel ne l'a pas fustigé. Peut-être qu'ils attendent, je ne sais pas moi, les recours qui ont été introduits par les candidats à l'élection présidentielle, mais même question de... Parce que le droit, c'est une question de logique et d'esprit, tout simplement. Moi, j'entends un président de la République qui vient,
moi, en tant que père, en tant que garant de la Constitution, les membres du Conseil constitutionnel, le président repousse l'élection, reporte l'élection, ben moi, mon premier réflexe, en tant que le président de la Cour suprême, ben c'est de venir fustiger la chose, au moins. Enfin, je pense, hein. Question de logique. J'ai pris la décision. Le président vient repousser ma décision. De ce que j'ai lu, je rappelle quand même qu'il y a, je crois, un juge de la Cour constitutionnelle qui avait été assassiné au Sénégal. Oui, ça c'est en 1993. Ouais. Bon, c'est justement sur ça. Le vice-président du Conseil constitutionnel qui a été assassiné. J'aimerais un peu rebondir. Bon, pour moi, pour terminer, j'aimerais un peu rebondir sur ce que tu as dit. Quelque chose que tu as dit, quelque chose qui m'a un peu écorché. Comment notre constitution, basée sur les valeurs traditionnelles que nous avons, ça ne colle pas. Moi, je dis que oui, ça ne colle pas parce que, bon, je prends l'exemple du Sénégal. Hein, nous avons juste calqué le modèle français et malheureusement, la culture sénégalaise, il y a quelques quand même différences avec le modèle français. Bon, après, si on prend exemple sur les grandes démocraties, on va prendre les États-Unis, par exemple. Le terme founding fathers aux États-Unis, c'est quelque chose qui est réel, quoi. Voilà, on a peut-être, on vit en 2024 aujourd'hui, mais ces colonies-là, n'oubliez pas qu'elles ont été fondées par des personnes qui étaient des rebelles en Europe et qui se sont déportés vers les Amériques. Donc, il y a un concept très traditionnel aux États-Unis quand même, dans ce côté-là. Même si aujourd'hui, avec l'âge de l'indépendance, ils ont acquis des textes solides sur lesquels ils se basent pour faire appliquer la loi. Vous allez prendre l'exemple du Japon et de la sortie du régime féodal. Il y a quand même quelque chose de très traditionnel dans tout ce qui se fait au Japon sur le plan politique. Et moi, ma question que je demande, quelle est la place de la tradition dans nos politiques, nous, en Afrique? On parle de l'ancienneté. Oui, mais ça, c'est une valeur africaine. Comment maintenant la mouler dans le paysage politique pour en faire quelque chose qui bénéficie vraiment aux populations africaines? Moi c'est quelque chose qui me dérange, en fait. On ne peut pas écarter nos valeurs et prôner quelque chose qui n'est pas que l'on ne connaît pas, en fait. Voilà. Les sages, c'est quelque chose qui fait partie de l'Afrique. De même que l'honneur, comment on appelle ça au Japon encore? Je ne sais pas, le sens du Bushido, je ne sais pas quoi. De même que les Founding Fathers aux États-Unis, ce sont des choses qui sont là, ce sont des termes qui sont là. Si vous visitez dans les villes américaines, ils affichent fièrement partout comment ils ont fondé leur pays. Ils ont des petits monuments partout où vous pouvez lire que voilà, tel colon était venu ici pour la première fois, c'est lui qui a commencé ceci, c'est lui qui a bâti la première prison là, etc. C'est une réalité. Donc, l'ancienneté, les valeurs traditionnelles, c'est quelque chose qui doit être moulé dans tout ce qui se fait de manière politique pour bénéficier au peuple. Donc, moi, je ne suis pas contre un retour aux valeurs traditionnelles si elles nous permettent de définir un modèle politique beaucoup plus adapté à nos pays. Et pour faire rire par rapport à ce que tu as dit, prends simplement, ok, tu as un problème avec ton beau-père. Comment toi, tu vas convoquer ton beau-père? Moi, j'aime prendre les exemples vraiment terre à terre et pour qu'on raisonne. Toi, tu as un problème avec ton beau-père. Comment toi, tu convoques ton beau-père pour une histoire de 10 000 francs CFA? Le policier à qui tu vas même faire la plainte, là, il va t'appeler pour te donner un conseil. Là, tu te dis, jeune homme, viens ici. Et tu sais, on retrouve la vérité dans les petites choses. Ça paraît, je dis ça vraiment pour rire, mais oui, le policier, c'est quoi le rôle du policier? Il est là pour enforcer les textes. C'est banal, hein? C'est banal, hein? Mais ça, faut pas aller chercher loin. Il va même t'appeler, mais et si tu visites 10 policiers, tu auras la même réaction. C'est pas soudain, c'est pas, je veux dire, random, c'est pas juste anodin. Il va te dire, jeune homme, viens, je vais te dire 2 mots ici. Tu dis que c'est ton beau-père, hein? Ok, viens, je vais te donner 2 conseils. Pourtant, tu peut-être être dans tes droits, ça dit quoi? Ça ne va pas. Mais c'est vrai, mais c'est tellement vrai ce que tu dis, Moi, je voulais porter plainte contre quelqu'un parce que je suis arrivé au Sénégal. On m'a dit, bon, l'officier m'a dit, viens. Tu sais, c'est la même chose dans ce que tu m'as dit, hein. Histoire de régler ça à l'amiable. Alors moi, j'étais parti pour une plainte, hein. Voilà, donc oui, c'est pour conforter tes propos. Sans citer de nom, pour te donner un exemple. Au Sénégal, je vous dis, on a même ce qu'on appelle les maisons de justice pour éviter d'aller à la police, en fait.
Ok, pour te donner un exemple. Ok, pour te dire qu'on a un problème pour poursuivre les textes. Moi, je suis dans la tech et j'ai une entreprise dans la tech et j'ai fait une prestation, vraiment quelque chose de très complexe en Afrique. Et comme d'habitude, avec mon équipe, l'autre partie n'a pas respecté ce qu'elle devait faire il y a de cela 2 ans. Tu sais comment ça s'est terminé? C'est, voilà, ceux qui me connaissent un peu, bon, petit frère, voilà, il faut voir. Non. Ici, quelqu'un sait combien ça coûte, par exemple, pour louer des serveurs AWS à un niveau, c'est excessivement cher. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce que moi je dois, sans citer de nom ni rien? Bon, ceux peut-être qui reconnaîtront ça, peut-être savent de quoi je parle. J'avais posté ça à l'époque. Non, les gens ne respectent pas. Et les comptes, tout ça, c'est les habitudes. Ce sont des habitudes qu'il faut changer. Et quand tu parles de réforme, il faut qu'on arrive à un moment à réécrire des choses pour dire que, bon, écoutez, quand il s'agit de ceci ou de cela, l'ancienneté ne va pas passer. Et ça, il faut que ce soit écrit. Il faut que des gens. Il faut qu'il y ait un moral campus. Il faut qu'on arrive à un moment où les valeurs morales prennent le dessus, qu'on puisse surpasser, voilà, les tâtonnements et simplement appliquer les textes. C'est simplement ça. Sinon, je pense que les jeunes Africains qui vont dans les écoles étudier le droit, ils ne sont pas moins intelligents que les autres. Ils ne vont pas passer aussi. Nos constitutionnalistes ne vont pas passer le temps à écrire des textes. Et voilà, on va juste, en fonction de nos intérêts, on va juste les banaliser. Sinon, on peut écrire tous les beaux textes du monde, mais voilà, ça ne va pas, il y aura pas de changement, quoi. Donc moi, je pense que ça commence par ça. Il faut revoir. Et est-ce que ce qu'on a, c'est adapté? Mon dernier exemple, si vous voulez rire encore, je ne dirai plus rien. Je dis, si tu vas acheter une Mercedes 2024 aujourd'hui, elle est en panne, et tu vas acheter un moteur neuf de Mercedes 1996, aucun des deux n'a un problème. Tu ne peux pas la mettre là-bas. Le système n'a pas été fait pour ça. L'environnement n'est pas adapté. Ce n'est pas une question de personne. Bon, parce que je vois que dans les commentaires, les gens continuent à faire un faux procès à Sonko, tout ça. Non, c'est pas ça. Il faut un système qui rend difficile, qui ne permette pas aux gens de juste faire ce qu'ils veulent. Voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup, les amis. Il se fait un peu tard, je pense, pour ceux qui sont en Europe et en Afrique d'ailleurs, dans le même type de fuseau. Les amis qui sont en Amérique, pour eux, c'est le début de la soirée. Donc, ils peuvent rester là jusqu'à très tard. Philippe, quand je serai à Abidjan, je te ferai si. Et d'ailleurs, on vient aux États-Unis, on fait Back to Africa aux États-Unis et au Canada. Le Canada, c'est le 20 avril. Okay. À Montréal, et le 27 avril, ce sera dans le Maryland. Oh, tu me verras alors. Je rentre lancer un truc, on se verra. Si c'est au Maryland, c'est dans mon QG, on se verra alors. Super. J'ai prévu de revenir et de faire aussi le Back to Africa à Dakar. Je ne sais pas s'il y a mes vidéos, si on va me laisser entrer là-bas. On verra bien. Il ne faut pas aller. Bokar va accompagner ta venue. Il va préparer le terrain. Si Momo n'est pas là pour assurer ta sécurité, tu vas pas. Non, mais je pense que. Non, mais là, c'est bien. Merci en tout cas, quand tu postes les histoires, ouais, on va lancer la communication bientôt. Merci beaucoup, en tout cas, les gars. De ne pas venir, hein, Philippe. Non, je viendrai. Non, même au Sénégal, j'irai. On rapporte les faits, on ne fait pas d'attaque personnelle, on rapporte des faits. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et bon week-end. À très bientôt. Djorajov. Salut. Merci, bonne soirée.